Il était une fois, dans le Länder de Hesse, le petit village de Rauschenberg, charmante petite bourgade de 4400 habitants. À Rauschenberg, il ne se passait pas grand-chose. Le boulanger boulangeait. Le boucher bouchait. Le primeur primait. Et les vaches, elles pétaient. En fait, à Rauschenberg, il ne s'y passait rien que la vie normale et douce qui s'y écoulait paisiblement. Sauf que début juillet, à Rauschenberg, une improbable frénésie semblait vouloir s'emparer de la ville pour mieux la réveiller. Chaque année, Rauschenberg s'apprêtait à accueillir ce qui est le deuxième plus gros rassemblement moto d'Allemagne, après Garmisch, l'Open House de l'usine SW Motec, fabricant de bagagerie moto. 35 000 visiteurs, une véritable frénésie, une immense fête de la moto. S'agissait de ne surtout pas se rater dans les préparatifs. Tout allait bon train et semblait prêt, lorsque là, l'impensable, l'impossible, l'innommable. Un tout petit grain de sable qui risquait bien de gâcher l'intégralité de la fête. Là, sur l'une des motos d'exposition, manquaient 3 accessoires. Le top case, le sabot moteur et les crash bars. Le stock avait purement et simplement été dévalisé. Dévalisé, SW Motec, tu l'as j'espère. De palabre en réunion, on en est venu à imaginer toutes les solutions, jusqu'à l'annulation pure et simple de l'événement. Mais comment faire cela ? À la grande confrérie des motards, risquer une révolte à 24 heures du lancement de l'Open House ? Inimaginable. Il ne restait désormais plus qu'une seule solution, un challenge, une véritable mission sans retour. Faire appel en urgence à l'usine SW Motec en République tchèque qui produit tous ces éléments. Les lutins rouges se sont mis au travail et ont envoyé des post-it par téléphone aux Tchèques. Oui, c'est un compte, c'est moi qui fais comme qui veut. Les Tchèques ont confirmé qu'ils pouvaient produire en urgence pour éviter une rupture dans l'espace du continuum temps, mais qu'ils ne pouvaient pas livrer eux-mêmes en si peu de temps. Que pour ça, ils allaient devoir avoir recours à une société ultra spécialisée, Uber Racing. Allô, Uber Racing? Wissen Sie, une livraison en 24 heures? Bien sûr, rapide, sûr, envoi direct? Oui, bien sûr. Envie de zen. À demain. Les lutins et leurs chefs pouvaient désormais être rassurés. La fête allait être sauvée et Rauschenberg pourrait bientôt se rendormir. The end, bah non, pas the end. Car une fois de plus, c'est sur moi que retombaient tous les emmerdes. Alors, ils ont dit au plus direct, Rauschenberg, Voskovice, 719 km. En ligne directe, pas de souci. Maintenant, le retour, comment je fais, combien ça fait? 3000 km, ah ouais, il va pas falloir traîner. Alors, j'ai pas traîné. J'ai sauté sur la BMW F900 GS et tracé, comme promis, direct vers Voskovice, République tchèque. 719 bornes, je t'ai avalé ça en rien de temps. De toute façon, j'avais pas le temps. What's your emergency? Oui, bonjour, c'est Uber Racing Delivery. Je viens pour chercher les pièces pour SW Motec, les crash bars, le sabot moteur et aussi le top case. Quoi? J'attends dans le garage, oui.
j'ai l'habitude. Ah, c'est pas encore tout à fait prêt. Dans 5 minutes. Ok. Eh ben, j'attends là-bas. On va attendre là-bas. Hein. Les livreurs, attends toujours. J'espère que ça allait pas trop traîner car moi j'avais le retour à faire et une fête à sauver. J'ai quand même eu un petit regret de ne pas pouvoir visiter l'usine SW Motec. Mais bon, on m'a raconté comment ça se passait. Grâce à une organisation sans faille, tout était carré, millimétré. L'usine fonctionne en 2/8 avec 140 personnes. Tout d'abord, Yann prend son Fenwick pour soulever ses belles feuilles d'alu en provenance d'Italie ou de Pologne. Sans plus attendre, Yann file les apporter à Yacoub. Yacoub, lui, il est spécialisé dans la découpe laser avec une énorme machine. Bon, c'est la machine qui soulève la feuille d'alu et qui la glisse dans son ventre. Yacoub, ensuite, il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était simple, hein, mais faut-il encore ne pas se tromper de bouton parce que tu sais, Yacoub, parfois il est un peu tête en l'air. Là, la machine fait son boulot et découpe toutes les formes nécessaires à la fabrication d'un top case en alu modèle Trax. Note que ça pourrait aussi bien être des valises, hein, pas seulement des top cases. Quand c'est fini et que c'est super bien fait, Yacoub, tu vois, il a le méga smile. Mais non, je suis con, c'est pas Yacoub là, c'est Tomasz. J'ai tendance à les confondre, ils se ressemblent tellement. Tomasz, il récupère les pièces découpées au laser et il file sur sa machine à lui qui sert à emboutir pour obtenir plein de jolies formes qui feront super cool sur ton maxi trail. Comme il est super consciencieux, le Tomasz, il passe d'abord un coup de soufflette pour éliminer une possible limaille. Ensuite, il cale la feuille dans la presse. Il appuie sur une pédale et hop! Un bel emboutissage. Tomasz, il check que c'est bien fait, car dans la vie, on n'est pas que des machines. Et il continue avec toutes les autres pièces. Là, Tomasz, il passe la balle à son voisin, Adam. Je crois qu'ils sont cousins ou un truc comme ça. Adam, son taf à lui, c'est d'opérer sur une plieuse. Comme avec une cocotte en papier ou un origami si tu préfères, il va plier la feuille d'alu pour qu'elle commence à ressembler à un vrai top case. Enfin, au début d'un top case, hein, parce qu'il reste encore un paquet d'opérations. Tu crois quoi, toi, que ça se fait comme ça, un top case? Ensuite, c'est au tour de Marek de jouer. Lui, ils l'ont choisi parce qu'il a de grandes jambes et qu'il pousse le chariot super vite, propre et avec classe, vers son collègue Dominique. Moi, il y a quand même un truc que je trouve bizarre depuis le début. Cet air de famille que dégagent tous ces mecs, c'est quand même pas commun, non? Enfin bref, Dominique, il soude. Mais non, il soude pas au guidon d'une moto. Il soude les diverses parties qui ont été découpées, embouties et pressées. Enfin, quand je dis qu'il soude, il commande un robot qui soude pour lui. Moi, je suis comme Dominique. J'aime bien ce poste, parce que ça fait plein d'étincelles et de jolies couleurs, parfois bleues ou vertes. Bon, c'est pas que les mecs étaient lents ou faisaient mal leur boulot, bien au contraire, mais je commençais un peu à m'impatienter, moi. C'est que j'avais de la route, et j'étais attendu dans à peine 24 heures. Ensuite, vient un moment crucial pour toi, le test d'étanchéité. Bah oui, imagine que tu tombes sur une mauvaise soudure, qu'un top case ne soit pas étanche, et que tu découvres tes fringues trempées. Bah, tu vas être ronchon, et t'auras raison. Alors chez SW Motec, en Tchéquie, ils ont fait appel à Martin. Martin, il bouge tous les trous. Et il met le top case sur une machine qui va faire le vide. Quand c'est ok, le Martin il est un peu maniaque, alors il essuie bien le top case avec une chiffonnette et ensuite il ponce les éventuelles micro-bavures sur les soudures. Un peu psycho-rigide sur le truc, le Martin. Parce qu'ensuite, faut aller vite, c'est au tour de Marek de revenir. Mais si, tu sais, Marek, le gars qui pousse les chariots. Marek, il apporte le top case à Daniel. Daniel, il vient suspendre le top case à une chaîne de production.
Il n'a pas intérêt à trop s'endormir, le Daniel, parce que tu vois, la chaîne, elle, pendant ce temps-là, elle avance. Ensuite, ça se fait tout seul. Les top cases filent vers un tunnel de lavage pour les préparer à la phase suivante, la mise en peinture. Là, tu pourrais facilement croire que tout est mécanisé, mais non. Pour que tout soit absolument parfait, on retrouve Mavelna à la manœuvre, qui vient couvrir de poudre les parties inaccessibles par le robot. La poudre de peinture file ensuite vers un four pour cuisson et c'est très exactement là que le boulot de l'usine tchèque s'arrête. Car ensuite, tout est envoyé en Chine pour être refait en moins cher. Mais non, je déconne. La fin de la fabrication des top cases est faite sur le site SW Motec en Allemagne. Tu sais, à Rochenberg, là où doit avoir lieu la fête. Bon allez, justement, je traîne pas. On passe au crash bar. Là, les tubes sont découpés en autant de tronçons que nécessaire. Ensuite, ils sont tendus dans tous les sens comme si c'était des chamallows, sauf que c'est du vrai bon acier super costaud et que c'est la machine qui est encore plus forte au bras de fer. Ensuite, c'est super chaud, car tu te retrouves avec plein de pièces de puzzle qu'il faut assembler correctement si tu ne veux pas que tes crash bars se coincent dans la roue avant, sans compter les différents modèles de moto. Honnêtement, je pense que c'est un truc que je serais capable de faire, mais Tom était là à la manœuvre. Restait plus qu'une chose à faire, le sabot moteur, soudure sur alu à la mano, s'il vous plaît. Là, tu vois, je suis juste et purement admiratif. Un joli cordon de soudure sur alu, c'est le genre de truc que j'adorerais savoir faire. Mais c'est un métier, que dis-je, un art. Alors c'est Yann qui a fait le job. Top case, crash bar, sabot moteur, on y était enfin. Yacoub a mis les pièces sur son Fenwick, les a portées à Dominique, qui est venu me livrer. Là, les Tchèques de SW Motec ont assuré un max en me fixant le sabot moteur, les crash bars et le fond du top case façon provisoire. C'était bon, je pouvais enfin foncer vers Rochenberg. Là, je m'en suis tenu à la feuille de route préétablie par... Tu sais qui? Au plus direct, on a dit. Le premier tronçon n'a pas été des plus agréables. Franchement, j'aurais bien aimé m'attarder en République tchèque, ça avait l'air super joli. Mais la mission avant tout. C'est comme ça que, rapidement au plus direct, j'ai atterri du côté de Salzbourg, en Autriche. J'étais pas vraiment là pour faire du tourisme, mais bon, faut quand même que je t'avoue un truc essentiel. L'Autriche, je connais pas vraiment bien. Pour moi, l'Autriche, c'est un pays où les gens s'habillent en d'étranges culottes de peau. Font des CD remplis de chansons invendables, le fameux yodel. Un pays où les gens se déplacent dans d'adorables tracteurs. Un pays où les gens font du tremplin à ski, sport national. Une discipline toutefois est néanmoins hyper casse-gueule. Un pays où ils mangent des Wiener Schnitzel à chaque repas.
construisent des chalets en bois partout, passent leur temps à tondre des jardins en pente, déjà que plat c'est chiant, et se farcissent de croquignolets de train à vapeur au lieu du TGV. Est-ce que je peux être basique, rempli d'idées préconçues et de préjugés, quand même? Bon allez, on efface tous ces petits a priori et on recommence. Où j'en étais moi déjà? Ah oui, l'Autriche. Du côté de Salzbourg, petit bijou d'architecture, je dois rapidement me rendre à l'évidence. C'est un fait. Les petits villages et les routes du Tyrol ont un charme absolu. Tiens, moi j'ai pas vraiment le temps, mais si jamais tu passes par là, file manger à l'auberge Natterer Boden, à Natters, à 2 pas de Salzbourg, le must de la Wiener Schnitzel. Passe aussi devant la petite église de Natters, où résonnaient de splendides chants. N'oublie pas de te perdre sur les petites routes alentours, les petites parallèles. Franchement, c'est juste sublime. Un vert flashy, des maisons à l'architecture si reconnaissable, des forêts denses, des sommets environnants majestueux. Un ciel menaçant juste ce qu'il faut. Franchement, mes a priori ont d'un coup et tous volé en éclats. Je me suis laissé faire, ça sentait bon un dimanche à la campagne, d'autant qu'on était dimanche. Quand là, alors que je m'apprêtais à mettre mon clignotant pour un dépassement en bonne et due forme, qu'est-ce que j'aperçois-je ? Non mais ils le font exprès ou quoi? Bah des tracteurs il n'y en avait pas un, mais 15. Car à Humausen, c'était jour de fête. Alors je me suis arrêté, car malgré mes commentaires, sache que j'aime bien ces atmosphères de fête locale. Tu l'auras compris, qui dit fête, dit donc tracteur, culotte de peau, orchestre tyrolien et grande tablée. C'était chouette, même si côté rassemblement motorisé, c'était un peu la fête du tout et n'importe quoi. Ici, un petit Steyr-Push à Flieganger, véhicule tout-terrain, une Vespa, des cyclo-push, une splendide Simca Rally 2, du bon Massey Ferguson, un bon vieux pick-up Ford S100, une bonne vieille Citroën. Quelques chansons du coin et une bonne Wiener Schnitzel plus tard, alors que la fête commençait à se dissiper, j'ai moi aussi repris ma route, le long de tumultueux torrents vers le tant attendu Timmelsjord. Mais avant m'attendait une surprise, le Top Mountain Motorcycle Museum. Ça peut te paraître étonnant, mais je n'en avais jamais entendu parler. Là, je t'emmène faire un tour. 15 balles l'entrée et de suite, une mise en scène qui claque. Un escalier décoré d'une splendide collection d'opalines. En tout cas, ça a de la gueule, hein. Un petit couloir avec quelques amuse-gueules. DKW, un ancien constructeur allemand automobile qui a apparemment aussi fait des petites chiottes. Et on entre dans le sanctuaire. 4500 mètres carrés, 550 pièces d'exposition, plus de 140 marques représentées. Bon, je vais en faire hurler certains, mais... Allez, je vais être super franc avec toi. Motosacoche, Sarolea, HRD, il y a beaucoup de marques que je connais, mais voilà, c'est pas mon époque. C'est très très bon.
Très très beau. En fait, moi, ce que j'aime regarder sur ce genre de moto, c'est la forme des carters. À l'époque, c'était juste extraordinaire. T'avais vraiment des belles pièces. J'ai bien kiffé ce sublime sidecar, avec sa niche pour passagers. Ces Cabinen Roller, littéralement scooters à cabine, fabriqués par Messerschmitt dans les années 50 et conçus au départ pour les amputés des jambes lors de la guerre, car c'était un bras de levier qui actionnait les roues. Bon allez, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça a une pure classe, tout caréné comme ça. Et tu sais d'où ça vient? Tu vas voir, Majestic, Joinville le Pampu, top. J'ai complètement bloqué sur ces motos de Steyr, un moteur Anzani, 2 litres 4 de cylindrée pour une puissance de 10 chevaux. Moto destinée à couper le vent pour permettre à des cyclistes de disputer des courses de vitesse sur 25 ou 30 km sur anneau, dès les années 1900. Tu vois, quand je te parlais de beauté mécanique absolue dans le design, la simplicité de la pièce, mais en même temps sa beauté, ça, une 1200 Black Shadow, c'est juste extraordinaire. Regarde les coups d'échappement, regarde les culbuteurs, regarde les couvre-carters, c'est juste sublime. Puis, on est entré dans ce que je connais un peu plus. La Kawa Krauser de Jean-François Baldé, la Elf derrière avec son train avant monobras hyper original, et une Suzuki Héron. Et ça c'est trop bon. Quand tu penses qu'à l'époque, les motos de Grand Prix, elles roulaient au Titi. Essaye, imagine de faire rouler la Honda de Zarco, c'est juste impossible. CBR 600, 18 chevaux, 1994, j'ai connu. Regarde, une Aprilia AF1. Bon, on est d'accord que les coloris sont à chier. Par contre, ça me faisait rêver, moi, quand j'avais 17-18 ans, dans les années 85. Et derrière, il y a une belle collection de Bimota, bien qu'une vraie belle collection se trouve en France de Bimota. Je crois qu'il y a quelqu'un qui les a toutes. Je te dirai pas qui. Cherche. MV Agusta F4000S. J'ai eu la chance de faire la présentation de presse de cette moto, dessinée par un des plus grands designers de tous les temps, qui a fait aussi la 916, Massimo Tamburini. Quel génie, quel coup de crayon. Munch Mammouth, comment il pouvait l'appeler autrement. J'aime bien aussi ce genre de petits jouets. Franchement, très beau musée, très belle présentation. Bon, franchement, l'écran il est extraordinaire. Allez, ça manque un tout petit peu de motos de ma génération, tu vois. La 350R DLC, du RG500 Gamma, on pourrait trouver d'autres, la GSX-R 750, les toutes premières, 85, moto un peu mythique, du Miller-X, du Tomcat. Voilà monsieur, si tu m'entends, faut qu'il fait ce musée qui est très beau. Et voilà, il reste encore du travail. Bon, en tout cas, c'est top, c'est étonnant de trouver ça ici. Maintenant, direction le Timmelsior. C'est 11 épingles et c'est 2474 mètres d'altitude. Comme d'hab, j'ai pas eu long à faire avant de devoir casquer. Hello. 18 € pour grimper à 2474 mètres en 11 épingles. L'aventure se vit quand même un peu et souvent en carte bleue, en Autriche. À moins que ce ne soit des restes du passé de contrebande des chemins reliant au départ le Tyrol du Nord au Tyrol du Sud, via le Timmelsior. Je charrie, mais bon, tu verras que j'ai pas complètement tort. Alors, je viens d'acheter un seul passage parce qu'apparemment, si tu reviens le deuxième et le troisième jour, tu as du discount. Voilà quoi. Ouais, des fois ça me saoule un peu quand c'est payant la nature. Bon, en même temps, si c'est pour faire à un moment que tout soit préservé et bien entretenu, pourquoi pas. Où vais-je? C'était joli le musée. Bon, je suis un peu attendu, d'accord. Quand même, il y a raison pour pas se cultiver.
La partie sud, qui bascule en Italie vers le Val Pasiria, est plus escarpée et intéressante à mon goût. Je suis redescendu sur San Leonardo in Pasiria pour attaquer le col de Monte Giovo, que perso j'ai préféré. Il relie le Val Pasiria et Merano à la vallée de l'Isarco. Technique, magnifique, avec des points de vue à couper le souffle et gratuit. Et ensuite, j'ai sorti ma carte bleue pour le col de Gerlos. Pas possible tout est payant. Franchement, là, j'ai pas compris. 9 € pour 9,9 km. Ok, la route est belle, on a une belle vue sur les sommets alpins, il y a des restos, un complexe de ski alpin, mais j'ai pas compris. J'ai enchaîné avec le plus petit et moins touristique col de Postale. Ça se présentait super bien avec de sublimes alpages jusqu'à ce que, tu rêves pas, jusqu'à ce péage automatique. Alors arrivé à Postale, tu sors Non, toujours pas, la carte. D'ailleurs, il n'y a personne. Tarif. Motorrad. Carte. Quand même 7 €. Je sais que j'aurais pu aisément contourner la barrière, mais mon kiff à moi, c'est de faire fonctionner le commerce local. Artoun, péage. Ok, on va payer. Hein. Et puis, j'ai pas voulu faire mon français de base, même si on est d'accord que le PIB de l'Autriche est 24 fois supérieur à celui du Congo-Brazzaville. J'ai pas ruminé trop longtemps non plus. Mon optimisme naturel a vite repris le dessus. Oula! Pour 5 € tu te fais aussi de l'off-road. 20 mètres sans bitume. Ah, je sais, j'ai pas de temps. Allez, j'avoue, c'était vraiment désert et superbe. Un alpage qui s'étend sur 42 km², l'un des plus grands d'Autriche, et un paysage qui semble vouloir varier entre Vercors, Rocheuse ou plus simplement nos Alpes à nous. Le col passe à 1824 mètres d'altitude avant de plonger vers le refuge de Postale. Mon regard s'est alors tourné vers plus haut, plus grand, plus majestueux, celui qu'on ne présente plus, le Großglockner. Mais avant ça, je vais pas te laisser sans info. Alors je te donne 2 ou 3 repères intéressants. Depuis Postale, tu vises le col de Gschutt. Ensuite, sur ta route, tu vises les 2 motos qui viennent de se percuter. Sans bobo, heureusement. Tu bois un coup dans le tunnel de Yeffler, parce qu'il faut tenir le coup, et tu te restaures dans le tunnel suivant. Là, tu enchaînes avec les cols de Dienten et Filzensattel, à 1902 mètres. Alors, je vais essayer de bien les prononcer, hein. Dienten et Filzensattel, les 2 cols. C'est une route assez rapide, assez bonne, c'est joli. C'est joli et puis c'est pas payant. Ah merde, il y a un truc qui va pas, c'est joli et c'est pas payant. Ouais, c'est peut-être joli moi alors. On continue ? Et tu vises désormais la nationale 107 qui te mène au Saint Graal. Mais attention, hein, non sans être acquitté de ta désormais habituelle dîme qui toutefois ne cesse d'augmenter et s'élève désormais à 35 €. Réduit à 28,50 € si tu passes après 18 h. Trop de la chance. Reste que le Großglockner est sans doute l'un des cols les plus impressionnants d'Autriche.
Le Großglockner, plus haut col routier en Autriche avec ses 2504 mètres, se laisse assez facilement amadouer en l'abordant du nord vers le sud grâce à une pente régulière. Ah, la route là quand même c'est quelque chose là. Un serpentin c'est fou. Là je t'ai fait un petit panorama quand même. Histoire quand même que tu vois quoi. Que tourne. Ouais, ils ont de belles Alpes aussi les Autrichiens. Franchement. C'est marrant là, tout à l'heure tu pourrais croire là aux espèce de point d'observatoire avec tout le panorama que tu es arrivé en haut, mais oublie pas, il y a une toute petite route pavée qui monte encore plus haut pour un panorama encore plus fou. Une route pavée longue de 1,6 km, bien plus technique et vertigineuse car bourrée d'épingles, te mènera à l'Edelweiss-Spitze, soit le point culminant, j'ai pas dit le col, de la route alpine vers Großglockner à 2571 mètres d'altitude. Je les entends pas, mais j'entends le cri de la marmotte. Et oui, elle est là, partout, difficile à repérer, elle se fout de ta gueule, un peu, t'arrives pas à la voir, elle t'appelle, ou pas. On y est, mon ami, tout en haut, du haut, du haut, du haut, du haut. Ah oui, quand même. Hop. Là, tu pourras y faire une expérience absolument étonnante. Alors, tu feras gaffe, si tu viens en Großglockner et que tu marques ça sur ton GPS, il y a deux façons d'y venir. Enfin, il n'y a pas deux façons, il y a deux points de vue pour le voir. Il y en a une le plus à l'est, là où on est, et puis il y en a une autre un peu plus à l'ouest, juste derrière moi, là, tu vois, tu l'as, le Großglockner, et juste derrière. D'ailleurs, ah ben, je crois que je me vois, non? Eh oh, tu me vois? Mais t'as raison, je te vois. Ah bah ouais, je te vois. Bon, il y a un peu de nuages, hein, mais je te vois quand même. Bah, tu vois, on peut se voir. Essaye, hein, mais ça dépend un peu de la pression atmosphérique et des conditions météo. Bon, il fait le malin parce qu'il est plus haut que moi, mais quand même, c'est vachement joli aussi, ça vaut le coup. Il y a une petite rivière, une cascade, et non, c'est sympa de ce côté-là aussi. Seulement moi, tu vois, le mec d'en face, bah, je m'en méfie. Il la ramène un peu vite dans ma vidéo et il a un peu tendance à se la raconter. Alors, pour être absolument sûr et certain de ce qu'il dit, et de ne pas t'envoyer sur un mauvais plan, j'ai fait le tour du Großglockner par le sud-est, pour vérifier, par moi-même, si c'était vrai et si c'était beau. En redescendant de l'Edelweiss-Spitze, je suis tombé sur deux Allemands qui se tapaient tous les cols du Tyrol sur des Simpson 50 cm3, des pétaros produits en ex-RDA il y a plus de 50 ans. Tu me connais, je l'ai presque envié, mais bon, fallait que je me speed, alors ça sera pour une autre fois. Là, je suis monté jusqu'au tunnel du Hochtor, point de bascule vers le sud du Großglockner. En y entrant, j'ai juste eu le temps d'apercevoir une inscription qui disait « In te domine speravi ». En toi, Dieu, je place mon espérance, te laissant imaginer l'exploit qu'avait dû représenter la construction de ce tunnel en 1933. La descente vers le sud fut splendide. J'ai contourné Linz pour me diriger vers l'autre point de vue, sur le Großglockner.
Et je suis monté jusqu'à la fin de la route, Karls am Großglockner, qui offre, j'en conviens, et malgré mes doutes sur la vie de l'autre là, une impressionnante vue en contre-plongée sur le Großglockner. Bon, je te fais voir aussi, hein, parce que... Bon, il y a bien un péage, mais c'est plus champêtre, moins touristique, moins couru. Ça en fait sans doute et même un excellent point de départ pour des randos pédestres. Allez, c'est reparti. Celle-ci, c'est vraiment la route la plus à trail, la plus défoncée que j'ai faite. Voilà, ça vaut le coup. En fait, je pense que tout ça, c'est bien si tu es un peu marcheur, si tu aimes la rando, la balade et tout ça. Je pense que c'est pas mal. Tu vois, tu viens, tu t'arrêtes, tu te poses, tu shorts tes shoes de marche et voilà, tu vas te balader. Joli panorama, n'est-ce pas? Là, tu vois, j'ai eu l'étrange sentiment qu'il devait commencer à s'impatienter en Allemagne de me voir enfin arriver. Alors j'ai repris ma trace directe, plein sud, vers la Slovénie. Ça m'a paru un show bizarre, mais tu sais, moi et la géographie. N'empêche que j'étais pas mécontent de prendre enfin quelques chemins, signe que je rejoignais sans doute l'Allemagne au plus direct. La montée vers le refuge de Strangeralm fut juste splendide. J'ai pas pu m'empêcher d'y déguster une dernière Wiener Schnitzel avant de quitter l'Autriche. Quand tu voyages tout seul sans vraiment comprendre la langue, il peut y avoir un moment un peu difficile. Quand tu voyages, c'est au moment de commander et de savoir ce que tu vas manger. En Autriche, c'est assez simple. On te dit schnitzel, tu dis yes, c'est basique. C'est une escalope panée, ça fonctionne bien, c'est toujours globalement bon, c'est servi avec des frites ou des pommes de terre. Et voilà, ça le fait, donc voilà, n'hésite pas. Hein. Wiener Schnitzel, tout le temps. Voilà. Bon, après t'en manges plus. Hein. La piste monte ensuite vers le col del Cassone, vers l'Italie. C'est vraiment la piste sympa par excellence à pratiquer en maxi-trail quand tu veux sortir de l'Autriche et aller vers l'Italie. Franchement, c'est facile. Côté italien, il y a une ou deux épingles voilà, qui grimpent un petit peu plus avec un peu de gravette, mais il n'y a pas de marche, il n'y a rien. Donc je te la donnerai sur mon site. Ah, j'ai rien inventé, hein. Elle sort du Trans-Euro-Trail, mais au moins ça te dit si elle est à jour, si elle a été pratiquée récemment. D'ailleurs, à ce sujet, je te donnerai une trace récente avec plein d'infos récentes aussi sur mon site Cap2Cap, sur toute la partie nord-ouest du Trans-Euro-Trail italien. Voilà, avec plein d'infos. Est-ce que ça passe? Est-ce que parfois il faut aussi demander des permissions, avoir le droit d'entrer, s'inscrire, voilà. Donc si tu veux te faire ça cet été, je te lâche la trace sur mon site cap2cap.fr ainsi que celle-ci, avec aussi, oublie pas, tout le tour du Tyrol. Voilà. Je me mets un peu debout et je ressente la came parce que ça descend un petit peu. Voyons, j'en oublierais presque ma mission, moi. Je sais pas combien de temps il me reste, mais il va falloir un peu que je me magne. Petite cascade, petit torrent. Bon, on arrive à Passo del Cassone di Lanza. C'est un petit col. Vous voyez, il y a du motard qui est là.
Il y a même un refuge alpin d'été. Faire gaffe les gars, on va pas se faire... Et oui, c'est super beau. Viens de perdre un petit peu. Je sais pas où tu vas, mais c'est sympa. Toujours là le Droneski. Il est toujours là. Il est sage, mais bien sage. Moi je te le dis. Tu verrais l'état dans lequel il est, les hélices, j'ai rien de rechange. C'est une cata. J'ai tout oublié avant de partir. Mais c'est d'un robuste, mon pauvre. Le Mavic 4 Pro me fait de l'œil, mais il faut vraiment qu'il soit aussi robuste et aussi gentil que celui-là. Sache quand même que cette piste est l'une des dernières de montagne librement praticables en Italie. Bon, il y a quand même une petite surprise qui t'attend au bout. 2 énormes plots en béton barrent la route, mais négligemment disposés afin de continuer à laisser passer les motos, voire même les 4x4, comme en témoignent les traces au sol. À l'obstacle suivant, j'ai dû faire un effort supplémentaire. Je pense que ça passe pas avec les valises, il va falloir que je les déplace. Et si vous voulez bien vous donner la peine. Là ça passe. Easy. Comme tu voudras l'ami, tu viendras pas. Moi typiquement c'est le genre d'endroit qui me fait kiffer. Sérieux, plutôt que livreur, j'aurais dû faire influenceur moi. Mais à 58 balais, faut pas rêver, j'y comprends pas grand chose. Et puis je m'en fous de toutes ces conneries. Moi ce qui compte c'est d'être sur ma moto et de profiter. Alors j'ai eu mes l'air frais pour suivre mon flair dessus et découvrir une incroyable route entre Karnica et la frontière slovène à Ušća. Un improbable tortillard le long d'une rivière où ne passerait certainement pas une grue. Enfin, presque. Pour finir, mon itinéraire m'a mené tout droit à Tolmin, Slovénie. Allô. La Maison Bleue en Slovénie. Attends, je t'essuie un peu. Parce que le voyage a été dur. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Bon, c'est la Maison Bleue, mais l'escalier il est rouge. Ah bah non, c'est à nouveau bleu. Ah tiens, une GoPro par terre. Voilà. Le charme slovène. Allez, c'est bon. Grand lit. Petit homme. Le lendemain matin, ça sentait la fin, pour de vrai. Il ne me restait guère que 899,68 km à faire en 10h46. Ça allait être facile, et puis pour une fois, cette livraison rapide m'avait enfin permis de faire quelque chose qui ne s'était jamais présenté jusque-là. Ce matin, je vais te faire un truc que je te jure, j'ai jamais fait de ma vie. C'est vraiment une première pour moi. C'est quoi? C'est coller tous les autocollants des endroits où je suis allé sur mes valises à jus. Je te jure, j'ai jamais fait ça. C'est ouf, hein. Grosse Glockner. Juste à côté, on va mettre le Timmelsior. Et à côté, le Gerlos Alpenstrasse.
c'est fait, c'est fait. L'Autriche, c'est fait. Je te raconterai ça. Donc voilà, là, 1000 bornes, avec le bruit des pneus enduro et l'absence de confort des pneus enduro, quoi. Voilà. Mais je vais pas me plaindre, hein. En même temps, c'est un peu mon métier de livrer des choses. D'accord ? Allez, c'est reparti. Bye bye. Je t'avoue que sur ce dernier tronçon, j'ai plutôt pris les voies rapides. Tu le sais, il fallait que j'arrive au plus vite à l'usine de Rauschenberg en Allemagne, afin de livrer les valises qui manquaient et éviter que les passagères à moto ne se mettent à devoir s'asseoir sur de vulgaires sacs de voyage pour cause d'absence de valises latérales ou de top case. J'ai aussi senti que quelque chose en moi avait changé. J'avais découvert l'Autriche. Et, malgré mes quelques moqueries, un pays aux traditions fortes et ancrées, que j'avais apprécié. Définitivement, l'Autriche avait laissé son empreinte sur moi et pas que celle de ma carte bleue. C'est vrai? Toi aussi, tu trouves la voix? Bah ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas te dire quoi, mais c'est un ressenti, c'est un feeling. J'ai l'impression d'être différent. C'est ainsi que, désormais devenu un peu autrichien dans l'âme et dans la culotte, j'ai rejoint Rauschenberg juste à temps. Et ma culotte de peau, tu l'aimes, ma culotte de peau? Non, pas la ville, idiot. Culotte de peau. L'Autriche, ça te gagne, il n'y a pas à dire, ça te remplit, ça te prend, ça t'embrasse comme ça, voilà quoi. Tu peux pas t'empêcher de ramener des cadeaux un peu authentiques à tes amis aussi, qu'ils ne mettront peut-être jamais, parce qu'ils ne t'aiment pas, n'est-ce pas? Ah. Bah écoute, finalement l'Autriche, ça m'a bien plu, hein. J'ai rejoint Rauschenberg juste avant le grand rassemblement de l'Open House. C'est quoi? C'est pas la police, j'espère. Oh, c'est pas la police. Là, j'ai fait FISA. On a déchargé le top case arrière pour en achever la construction. Je suis resté à l'écart de tout ça, c'était plus mon job. Gunther s'y est collé et a nettoyé le top case qui comptabilisait 3000 km de route et de poussière. Alors, je vais lui faire un petit coup l'intérieur quand même parce que le gars qui l'a ramené n'était pas super propre. Gunther, avec sa machine, il a encollé le joint d'étanchéité et de fermeture du top case. Il l'a posé délicatement sur le top case afin de le mettre sous une presse pour séchage. Ensuite, c'est Michael qui a vissé l'un des systèmes de fermeture. Je traîne un peu là, je sens. Sans plus traîner, Klaus a pris le relais pour visser les coins. Avant de confier des perçages supplémentaires à un robot.
Là, pour être à nouveau sûr que le top case était bien étanche, Félix a procédé à sa vérification minutieuse. Moi, pendant ce temps-là, je suis allé visiter le labo de test. Test de résistance aux vibrations, de résistance aux multiples ouvertures que chaque top case ou valise allait devoir subir tout au long de sa vie. Maximilian a filé monter les éléments manquants sur la moto d'exposition et l'immense fête de l'open house allait enfin pouvoir commencer. Et quelle fête!